Le 29 novembre 2012, peu après la clôture du 18e congrès national du PCC, Xi Jinping, secrétaire général du PCC et d'autres membres du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, ainsi que les membres du secrétariat général du PCC, sont venus visiter l'exposition permanente La Voie du relèvement de la Chine au Musée national de Chine. À travers de nombreux objets et images, cette exposition retrace la lutte acharnée du peuple chinois depuis 1840 pour l'indépendance nationale, la libération du peuple, le relèvement du pays et le bonheur du peuple. Pendant la visite, Xi Jinping donne un discours important et annonce au monde entier le rêve chinois. 现在大家也在讨论中国梦。何谓中国梦？我以为实现中华民族的伟大复兴，就是中华民族近代最伟大的中国梦。 Le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise est un fil conducteur de l'histoire moderne de la Chine. Il représente non seulement l'aspiration de nos ancêtres pour le progrès, mais aussi le rêve des Chinois d'aujourd'hui. Nankin, temple Jinghai. Ce temple fut construit sur ordre de l'empereur Yongle de la dynastie Ming pour récompenser Zheng He de sa grande expédition maritime. Jinghai veut dire sérénité en mer et paix dans le monde entier. Cependant, 400 ans plus tard, ce temple illustrant à l'origine l'exploit de Zheng He témoigna aussi de l'humiliation venue des mers. En 1840, la première guerre de l'opium éclata. 2 ans plus tard, la dynastie Qing fut obligée de signer avec les envahisseurs britanniques le traité de Nankin, premier traité inégal de la Chine moderne. Dans ce contexte, la Chine, envahie et opprimée par les puissances étrangères, devint une société semi-coloniale, semi-féodale. C'est aussi au même moment que le peuple chinois commença sa lutte acharnée pour le grand renouveau de la nation. Pékin, Musée national de Chine. L'exposition permanente La Voie du relèvement de la Chine nous ramène au passé pour retracer la piste du renouveau d'une nation. 大家这边请。接下来，咱们各位观众随我欣赏面前的这台织袜机。那这台织袜机是由英国莱斯特城的宾得利公司生产的，那距今已经历史悠久了，但它依然能够使用，这在全球才不足30台。À l'époque où cette machine a été fabriquée, la révolution industrielle touchait à sa fin en Angleterre, qui devenait ainsi le premier pays industriel du monde. Les machines, tournant à grande vitesse, ont réduit l'écart entre les différentes régions du monde. De l'autre côté de la planète, la Chine, qui représentait vers la fin du XVIIIe siècle un tiers des échanges économiques mondiaux et un tiers de la population mondiale, qui exportait plus que n'importait, était convoitée par les pays capitalistes occidentaux. Au début du XIXe siècle, les commerçants britanniques, incapables d'ouvrir le marché chinois par des moyens légaux, se lancèrent dans le trafic d'opium. En seulement 4 décennies, la Chine et l'Occident avaient changé de position dans leurs échanges commerciaux. Pendant les 40 années qui ont précédé la guerre de l'opium, le Royaume-Uni a gagné plus de 300 millions de yuan en exportant 400 000 boîtes d'opium en Chine.
Vers la fin des années 1830, le pays était tellement intoxiqué que Lin Zexu déplorait qu'il n'y ait plus de soldes à distribuer, ni de soldats à mobiliser. En juin 1839, sur la plage de Roumen, des fumées se dégagèrent sans interruption pendant 23 jours. Lin Zexu fit détruire à Roumen environ 20 000 boîtes d'opium saisies. Un an plus tard, 40 navires britanniques apparurent au large de Canton. Ainsi éclata la première guerre de l'opium. Ce canon, exposé au Musée national de Chine, est un témoin de l'histoire. Le 26 février 1841, après avoir brisé la chaîne de défense sur la rivière des Perles et pris plusieurs batteries, l'armée britannique attaqua de tous ses efforts la batterie Jingyuan, gardée par l'amiral de Canton Guan Tianpei. La bataille dura de midi jusqu'à minuit. Guan Tianpei et ses 400 soldats luttèrent pour leur patrie jusqu'au dernier coup de sang. C'est la scène la plus pathétique des 2 années de la première guerre de l'opium. La dynastie Qing, qui possédait une armée de 800 000 hommes, cédait partout sur le champ de bataille face à l'armée britannique, composée initialement de 7 000 soldats et qui ne dépassa jamais les 20 000 hommes. Avant la guerre, même Lin Zexu, pionnier dans la découverte du monde extérieur, avait une vision optimiste que les étrangers ne pourraient pas se priver de thé ni de rhubarbe de Chine. Quand l'armée britannique avança en 3 mois sans encombre de Canton jusqu'à Tianjin, Tishan, gouverneur du Rebei, dit à l'empereur Daoguang qu'en fait, il n'y avait pas de canon autour de Shanhaiguan. Seuls quelques canons de la dynastie Ming étaient entreposés. Ce manque de préparatifs ne pouvait que conduire la Chine à la défaite. Face à ces crises nationales et des conflits sociaux sans précédent, des élites chinoises se sont engagées à sortir la Chine de l'impasse. En 1841, un an après l'éclatement de la première guerre de l'opium, Lin Zexu, qui préconisait la résistance contre les Britanniques, s'exila à Ili. Il confia son encyclopédie des 4 continents à son ami Wei Yuan, qui 1 an plus tard la compléta avec Pays au-delà des mers, premier ouvrage chinois présentant le monde. Dans ce livre, il appela à apprendre les technologies des Occidentaux pour les vaincre. Mais à cette époque, son appel resta lettre morte par la classe gouvernante. Première 鸦片战争之后，如果说当时的清政府能够
睁大眼睛，看一下这个整个世界的变化的话呢，也许他可以采取一些更加积极的态度，可是这个20年左右的时间呢，基本上是被荒废的。也就是说，第一次鸦片战争的失败，并没有引起朝廷的高度的重视。那当然，当时的这个整个的中国，从上到下都没有意识到世界已经发生了那样巨大的变化。En 1850, l'empereur Xianfang, âgé alors de 20 ans, monta sur le trône. Entouré des compliments de ses ministres, son empire s'enlisait pourtant dans la corruption et les catastrophes naturelles qui conduisirent le peuple à la misère. Début 1851, Hong Xiuquan lança la révolte à Xintian dans le Guangxi et fonda plus tard son royaume céleste de la Grande Paix. Durant son règne, l'empereur Xianfang n'a jamais réussi à réprimer la révolte qui pendant 14 ans affecta 18 provinces. L'ampleur de cette révolte, sa rapidité et son énorme puissance accéléra la destruction de la dynastie Qing. En 1851 également, la reine Victoria inaugura la première exposition universelle à Hyde Park à Londres. Des industriels et politiciens de 25 pays vinrent apprécier plus de 10 000 œuvres du progrès industriel. Le soir même, la reine Victoria écrivit dans son journal « C'est le jour le plus important, le plus beau et magnifique de notre royaume. » À cette époque, le Royaume-Uni était le pays le plus puissant et le plus riche du monde. Les États-Unis, la France et la Prusse le suivaient de près, car celui qui resterait à l'arrière serait battu. Yuan Mingyuan, considéré comme jardin des jardins, est connu pour sa vaste collection de jardins et d'architecture. Pourtant, cet ancien palais d'été qu'on avait mis 150 ans à construire a été brûlé en 3 jours et 3 nuits par les troupes britanniques et françaises en 1860. La seconde guerre de l'opium a donné d'amères désillusions aux mandarins des Qing. En laissant une profonde cicatrice dans la mémoire des Chinois, elle a en même temps réveillé plus de gens clairvoyants. Pour faire face aux crises intérieures et extérieures, le ministère des Affaires étrangères fut fondé en janvier 1861, marquant le début du mouvement d'auto-renforcement dirigé par la cour. Ce mouvement, héritant de l'idée de Wei Yuan d'apprendre les technologies occidentales pour vaincre les envahisseurs étrangers, devait mener à la puissance et à la prospérité du pays. À partir des années 1860, est apparue en Chine l'industrie moderne, dont la majorité était destinée au domaine militaire. Le mouvement a donné naissance aux forces terrestres et navales modernes, ainsi qu'à des écoles modernes. Le gouvernement envoya aussi des étudiants à l'étranger. Mais tous ces efforts, sans toucher au régime politique de la dynastie, menèrent à l'échec une vingtaine d'années plus tard dans une lutte à mort.
Sur l'île de Liugang, au musée de la guerre sino-japonaise 1894-1895, sont conservés 2 canons du navire Ziyuan, chacun pesant 20 tonnes. Ils appartenaient à la flotte de Beiyang. Cette dernière était alors considérée comme la flotte la plus puissante d'Asie et œuvre exemplaire du mouvement d'auto-renforcement. Les Chinois avaient mis sur elle tout leur espoir de repousser les ennemis en mer. Mais au final, elle n'a laissé dans l'histoire que des souvenirs amers. Le 17 septembre 1894, après 5 heures de bataille, la flotte de Beiyang, lourdement touchée, céda aux Japonais le contrôle de la mer Jaune. Les Japonais envahirent ensuite Dalian et Luchun. Début 1895, ils prirent la ville de Weihai et anéantirent la flotte de Beiyang. La défaite de la Chine dans la guerre sino-japonaise marqua l'échec du mouvement d'auto-renforcement. La même année, à l'automne, à Honolulu, Sun Yat-sen, alors âgé de 28 ans, fonda Xinzhonghui, premier groupe révolutionnaire capitaliste de la Chine moderne, qui, selon ses règlements, avait pour but de redresser la Chine. Sun Yat-sen fut le premier à déclarer ce vœu de toute la nation. En 1895, Yan Fu, qui avait étudié en Angleterre, publia Duwang Duelun. Selon lui, seule la réforme pouvait sauver la Chine. Un an après la signature du traité de Maguan, Tan Setong écrivit ceci: 400 millions de Chinois pleurent ensemble. Quelle terre appartient encore à la Chine? Ce qui exprimait la tristesse et l'indignation du peuple chinois. À ce moment-là, le monde entra dans une époque où l'impérialisme régnait. La défaite de la Chine dans la première guerre sino-japonaise révéla davantage la corruption et la faiblesse de la monarchie Qing, ainsi que la pauvreté et l'impuissance du pays. Les puissances impérialistes qui convoitaient la Chine étaient prêtes à tout moment à débarquer et à se partager son territoire. 甲午战争之后，积贫积弱的中国面临着任人宰割的凄惨境地。这时，康有为大声疾呼：“吾中国4万万人，无贵无贱，当今日在覆屋之下，漏舟之中。” Nous, 400 millions de Chinois, riches ou pauvres, nous trouvons tous sous un toit effondré, dans un bateau abîmé. Nous sommes comme des oiseaux dans une cage, prisonniers, enfermés, soumis aux ordres des autres. C'est une situation sans précédent depuis 4000 ans. L'auteur de ces paroles déchirantes est Kang Youwei. Prôneur des réformes, il pensait que seule une monarchie constitutionnelle pouvait sauver la Chine. Selon lui, la monarchie absolue ne pourrait plus survivre dans le monde actuel. Les réformes étaient indispensables pour sauver le pays. Le régime traditionnel chinois devait donc faire place à celui de l'Occident. Ainsi, en 1898, l'empereur Guangxu déclara la réforme des 100 jours, consistant à réformer le mécanisme administratif, établir un budget national, développer l'industrie, le commerce, le transport et l'exploitation minière.
Mais la réforme fut interrompue au bout de 103 jours parce qu'elle nuisait à l'intérêt du groupe gouvernant de la dynastie Qing. À l'été 1898, 6 patriotes furent décapités. La tentative de sauver le pays à travers les réformes fut un échec. Le rideau du XXe siècle se leva, mais la Chine restait toujours dans la nuit infinie. Vers 1900, éclata le mouvement des boxeurs contre l'invasion étrangère. Pour écraser cette révolte et mieux contrôler et piller la Chine, en 1900, l'alliance des 8 nations, Royaume-Uni, États-Unis, Japon, Russie, France, Allemagne, Italie, Empire austro-hongrois, déclara la guerre. À la cité interdite, la chaise de l'empereur servit d'accessoire aux envahisseurs pour qu'ils puissent prendre des photos. Dans la ville de Pékin, les armées de 8 nations occupaient chacune une zone où les habitants devaient suspendre devant leur maison le drapeau du pays occupant. Dès lors, une série de traités inégaux, complétés par le protocole de paix Boxer signé après cette guerre, poussait la Chine à l'abîme de la société semi-coloniale, semi-féodale. 新的条约给中国的打击是最深重的。新的条约赔款4亿5千万两，捆住了中华民族前进的步伐，和东西方各国所签订的不平等条约，严格说起来，大约有400多个。这个400多个都严重地损害了中国的主权。中国的首都几次被西方的武装力量所占领。 这是近代中国最痛苦的一个时期。 Bien que la dynastie Qing se débattît en menant des réformes, elle avait perdu depuis longtemps la confiance du peuple. La révolution germait sur la terre chinoise. Devant ces crises nationales extrêmes, on commençait à explorer de nouvelles voies de salut du pays. Vive la Révolution! Vive la Révolution! Au début du XXe siècle, de nombreux articles évoquaient ce nouveau thème à l'époque. Les révolutionnaires capitalistes, représentés par Sun Yat-sen, considéraient la révolution comme la seule issue pour la Chine. En 1905, Sun Yat-sen créa au Japon le Tongmanhui, qui visait à renverser les barbares mandchous, rendre la Chine aux Chinois, établir une république et redistribuer les terres avec égalité. Dans ce cimetière de la rue Xianlié à Canton, reposent 72 martyrs du soulèvement de Huanghuagang d'avril 1911. Je serais heureux de mourir pour le redressement du pays et le bonheur du peuple. C'est d'ailleurs mon devoir de sacrifier ma vie à la patrie. Voici la lettre écrite par l'un d'entre eux, Fang Shandong, avant le soulèvement de Canton. Les jeunes de sa génération n'hésitaient pas à s'engager dans la révolution malgré le risque de l'échec et de la mort.
Comme disait Sun Yat-sen, bien que le soulèvement de Canton ait échoué, il a mobilisé la haine des Chinois pour la monarchie. Six mois plus tard, le 10 octobre 1911, eut lieu le soulèvement de Wuchang. En 3 jours, les révolutionnaires prirent le contrôle de Wuhan. En moins d'un mois, 13 provinces déclarèrent leur indépendance. Le 1er janvier 1912, la République de Chine fut proclamée. Comme un éclair, la révolution de 1911 trouait les ténèbres. Elle est le premier grand changement de la Chine au XXe siècle. Elle a mis fin au régime monarchique en place en Chine depuis des millénaires et popularisé les pensées démocratiques et républicaines, accélérant ainsi l'évolution politique et sociale de la Chine moderne. Or, elle n'a pas pu changer la nature de la société chinoise et la situation misérable des Chinois, ni réaliser l'indépendance de la nation et la libération du peuple. Avec le soutien des impérialistes et des réactionnaires, Yuan Shikai, chef des seigneurs de la guerre de Beiyang, prit le pouvoir en défendant l'intérêt des grands féodaux et de la grande bourgeoisie. Plus d'un demi-siècle plus tard, la Chine n'a toujours pas trouvé la voie du salut. L'échec du mouvement des Taiping et celui des boxeurs montrent que sans le guide d'une classe avancée, la classe paysanne ne peut pas renverser le régime féodal. L'échec de la réforme des 100 jours montre que la voie réformiste de la classe capitaliste ne fonctionne pas. L'usurpation des fruits de la révolution chinoise de 1911 par Yuan Shikai montre qu'une république capitaliste ne peut pas non plus sauver la Chine semi-coloniale, semi-féodale. Dans ces ténèbres historiques, où se trouve la voie du relèvement de la Chine? La force qui dirigerait les Chinois vers la puissance et la prospérité du pays. Le redressement de la nation et le bonheur du peuple. Comment allait-elle ouvrir une nouvelle page de l'histoire ?